Alors, voilà, c'est le deuxième moment, alors qu'on va s'interroger sur le statut des migrants dans les sociétés d'accueil, des artistes migrants précisément. Alors, on vous propose d'abord une courte vidéo. Je pense que Kevin, vous avez apporté un petit extrait. Alors, on peut déjà montrer cette vidéo et ensuite on vous présente. Ça va? Oui. Voilà. Alors, Hélène, Manon, pèse sur le piton. Bonjour, je m'appelle Kevin McCoy et je suis directeur artistique. C'est bien moi. Ah, ça commence bien, pourtant. J'aimerais juste vous dire que c'est une vidéo de promotion pour mon spectacle parce que c'est la seule chose que j'avais et au moins vous allez voir quelques images de mon spectacle, mais mon but n'était pas de vendre des billets aujourd'hui. Pourquoi pas? Bonjour, je m'appelle Kevin McCoy et je suis directeur artistique de Théâtre Humain. Ailleurs, Norgue et le dévisement du monde. Ces trois spectacles parlent de trois chapitres précis de ma vie personnelle. Ma demande de résidence permanente, mes recherches de mes racines en Norvège et aussi le décès de mon père. Voilà les ingrédients du triptyque migratoire. Nous avons hâte de vous rencontrer, vous, le public de Diamant. Bonjour, je m'appelle Kevin McCoy et je suis directeur artistique de Théâtre Humain. Parfait. Alors, vous connaissez déjà un peu maintenant le premier des invités de cette deuxième table ronde, Kevin McCoy, auteur, comédien, metteur en scène, fondateur de Théâtre Humain, américain d'origine, arrivé à Québec en 96. Alors, rapidement, vous avez appris le français. D'ailleurs, votre première pièce, c'était autour de cet apprentissage du français. Exactement. Avec d'autres immigrants. Mes co-élèves au Centre Stade Connex, qui n'existe plus, c'était une école de francisation à Limoilou. Oui. Donc, j'ai créé une pièce avec des gens qui parlaient 11 langues différentes, avec des musiciens et tout ça, et ça s'appelait Le monde dans une valise. Donc, c'était vraiment la base de tout ce que j'ai créé depuis, qui est au niveau personnel. Oui. Parfait. Alors, dont ce triptyque migratoire qu'on verra jouer successivement en février au Diamant. Alors, rapidement, vous avez quand même, après avoir appris le français, collaboré à plusieurs projets en théâtre, en cirque, en musique à Québec et à Montréal. L'auteur de ces trois pièces, on vient de le dire, Ailleurs, Norgue et Le dévisement du monde, qui ont reçu plusieurs prix déjà. Alors, merci d'être là comme artiste migrant québécois depuis longtemps maintenant, mais qui a connu tout ce parcours migratoire. Ensuite, Lynn Lagacé, bonjour à vous, vice-présidente à la croissance des entreprises et la prospection des investissements étrangers à Québec international. Alors, à première vue, un point de vue économique. Tout à fait. Alors, on verra à quel point l'économie et la culture peuvent et doivent être liées. Oui, et surtout, l'effet, comment on peut supporter un artiste qui aimerait pouvoir venir enrichir justement la communauté québécoise ou canadienne, comment il peut accéder justement au territoire. Donc, tout cet aspect-là, qui est un petit peu plus légaliste dans sa portée, mais comment il peut justement venir enrichir la communauté québécoise. Alors, vous-même, vous n'êtes pas du monde de la culture, mais quand même 20 ans d'expérience en développement économique, développement des compétences, employabilité, en pratique du droit d'abord, et ensuite dans différents milieux liés au développement des organisations. Donc, vous aidez des entreprises, mais aussi des individus en matière de main-d'œuvre, de commercialisation, d'entrepreneuriat artistique dans ce cas. Alors, merci d'être là pour la discussion d'aujourd'hui. Et troisième invitée, Madame Honorine Youmbissi, directrice des communications et de la promotion des arts et des lettres au Conseil des arts et des lettres du Québec. Bonjour, Madame. Bonjour. Bonjour. Là aussi, donc, 20 ans d'expérience en communication stratégique. Vous avez travaillé au
auparavant pour la Ville de Montréal au moment du 375e anniversaire, pour la TOU et le développement de l'art du cirque. Très impliqué également dans le milieu communautaire. Je lisais que vous agissez comme mentor pour de nouveaux arrivants. Vous animez des ateliers de francisation. Vous siégez au conseil d'administration d'organismes voués à l'immigration, donc des arrivants. Alors, merci à vous d'être là. Donc, plusieurs cordes à votre arc, plusieurs liens déjà avec le sujet qu'on va traiter. Si vous me permettez juste de mentionner que je suis là avec ma collègue Geneviève Béliveau-Paquin, qui est chargée de recherche au Conseil des arts et des lettres du Québec. Et qui est à Québec. Exact. Parfait. Voilà. Alors, revenons sur votre parcours. On veut parler du statut des artistes migrants. Kevin, quelle a été votre expérience en arrivant ici? Est-ce que vous avez été, une fois le français manipulé, bien accueilli, bien reçu à la fois par le milieu, les collègues, mais aussi les institutions, comme le Calque? Quelle a été votre expérience d'intégration au milieu de la pratique artistique? Mais être artiste, c'est un peu comme être immigrant. Ça prend du temps pour pouvoir faufiler dans le milieu. Je dis faufiler, avoir accès à des subventions et tout ça, parce que c'est quand même un concours. Oui. Et il y a très peu de places qui sont ouvertes pour avoir de financement. Je parle juste de ça. Donc, ça prend du temps. Et il faut faire ses preuves, et on demande d'avoir des preuves, mais c'est très difficile pour une personne immigrante de montrer ses preuves parce qu'il n'y en a pas. Mais vous aviez Mais été c'est- comédien une dizaine d'années à Chicago avant d'arriver. Est-ce que ça plaidait pas Oui, ça en votre faveur ça quand aide même? aussi, oui, ça aide aussi. Mais je dis, moi, mon expérience personnelle était très bien. J'étais très bien accueilli. J'avais beaucoup de monde qui m'ont aidé aussi. Mais j'ai commencé humblement. Ma première pièce ailleurs qui va se présenter sur la scène de Diamant, j'avais peut-être une subvention de 12 ou 13 000 $ du Conseil des arts du Canada pour créer, tu sais, pour qu'on fasse mes entrevues, parce que j'ai interviewé 35 personnes immigrantes, dont shérif. Oui. Oui. Et, Donc, une démarche oui, documentaire au oui, départ. la démarche documentaire et la création de la pièce, mais une fois rendu à la production, il n'y avait pas d'argent. Donc, finalement, la Ville de Québec nous a donné de l'argent et j'ai créé la pièce. Et c'était un peu gênant au niveau des salaires pour mon équipe, mais on avait 9 000 $. Donc, voilà une petite pièce qui commençait 9 000 $. J'avais pas d'argent pour faire un décor, donc j'ai joué dans les garde-robes de Studio 2 à la caserne d'Alhousie avec des miroirs. On a créé dans l'espace et aujourd'hui, ça devient plus grand. Et ça va sur moi, je dirais, le plus beau théâtre en ville en ce moment. Oui, le Diamant. Oui, c'est ça. Eh bien oui. Tu sais, donc, ça, c'est un chemin en soi. Mais ça prend beaucoup d'années. C'était en 2005 que j'ai commencé. Ça va en 2020 que ça arrive là. Voilà. Madame Youmbisi, le mandat du Calque depuis 25 ans, entre autres, c'est évidemment de soutenir la création, la production et la diffusion de la culture. Est-ce que les artistes immigrants, comme Kevin il y a 15 ans, connaissent bien les ressources de financement? Est-ce qu'ils font rapidement appel au Calque pour être soutenus financièrement? Je ne pense pas. Ça reste un défi. Ça a été une des questions qui ont été posées ce matin, c'est comment est-ce qu'on va les rejoindre? Je me souviens, moi, j'étais à l'ATU, on avait des spectacles de cirque, puis on avait des places pour les personnes du quartier Saint-Michel, les immigrants, gratuites pour qu'ils viennent au spectacle. Puis on avait des discussions, je disais, je les vois, mais je n'arrive pas à les toucher. Puis je pense qu'avec nos programmes, on a le même problème. On a des programmes spécifiques pour les immigrants. On a nos programmes généraux. Puis de façon générale, quand les gens appliquent, Kevin le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui. Mais quand ces personnes-là appliquent, ils ont le même genre de réponse que les Québécois natifs, comme on disait ce matin. Mais ils n'appliquent pas beaucoup, ils n'appliquent pas tant que ça. Donc on essaye de trouver de nouvelles façons de les rejoindre, d'aller sur le terrain, d'avoir des professionnels qui s'infiltrent dans les milieux pour aller leur dire « Eh oh, on est là, il y a de l'argent et c'est pour vous aussi. » Mais est-ce que vous avez compris pourquoi ils n'appliquaient pas? Pourquoi ils ne le demandaient pas? Est-ce que c'est un manque d'information, de connaissance des programmes? Je pense qu'il y a le manque d'information, ils ne sont pas au courant et ils ne pensent pas nécessairement que c'est pour eux.
que c'est pour eux aussi. Ils se disent, oh, ce truc-là, gouvernemental, non, c'est pas pour moi, je vais rester, continuer à faire ma petite chose communautaire. Donc, il y a une démystification à faire, puis on l'essaye beaucoup par le biais des communications, par les prix. Dans nos communications, c'est devenu un automatisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la diversité? Est-ce qu'il y a un immigrant? Est-ce qu'il y a un autochtone? Est-ce qu'il y a une femme? Avant, on se posait la question, est-ce qu'il y a une femme? Maintenant, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un de la diversité? Est-ce qu'on leur envoie ce reflet-là de « on est là pour vous aussi ». Et ensuite, il y a l'information, donc d'aller dans les milieux. Voilà. Est-ce que le défi est le même pour vous? Pour le Québec international ou pour des organismes comme ça, est-ce que vous avez besoin, si vous pensez à des immigrants investisseurs, mais à des artistes précisément, ou à des promoteurs culturels, ça peut être des entrepreneurs aussi qui voudraient diffuser de la culture, est-ce qu'ils ont le réflexe de vous approcher? Non, vraiment pas. Pourquoi? Parce que effectivement, l'artiste qui désire venir ici, son chemin est quand même très complexe. Si on pense, là, puis je vais essayer de vulgariser très, très rapidement l'ensemble de possibilités d'immigration qui s'offrent à une personne qui, effectivement, aimerait venir et développer son art ou déployer son art au Québec. Premièrement, s'il vient ne faire qu'une prestation, mais c'est une prestation à courte durée, il n'a pas vraiment besoin de permis de travail. Sinon, dans une autre circonstance, c'est qu'il va devoir avoir un permis de travail pour venir travailler. Donc, il doit avoir une offre d'emploi d'un employeur. Donc, déjà là, on s'éloigne un peu de l'artiste qui est un peu travailleur autonome, donc là, on va rejoindre certaines catégories de personnes, soit des techniciens sur des plateaux de tournage, soit des gens qui sont également des artistes, mais qui peuvent être employés dans certaines distributions, que ce soit une pièce de théâtre ou autre. Mais là, à ce moment-là, il y a un permis de travail. Et ce type de travail-là va demander une étude d'impact sur le marché du travail et l'employeur devra démontrer qu'il n'a pas trouvé sur le territoire québécois les gens pouvant combler ce poste-là. Donc, déjà, au départ, il faut démontrer que la personne qu'on veut, surtout si c'est un art particulier, a des particularités pour le projet qu'on est en train de mener, ce qui est extrêmement difficile pour un employeur. Donc, déjà là, il y a des difficultés. Par la suite, la personne qui aimerait pouvoir venir ici comme travailleur autonome, bien là, on parle business. C'est quelqu'un qui vient un peu comme un entrepreneur sur le territoire. Donc, il va devoir démontrer son projet d'affaires. On est très loin de l'artiste qui veut tout simplement déployer et faire valoir son art ici. Donc, il va devoir démontrer qu'il a une capacité financière. Donc, pour des gens, des travailleurs comme ça qui veulent s'installer en dehors de la région métropolitaine de Montréal, c'est quand même 25 000 $ qu'il va devoir démontrer en capacité financière. Plus, il va devoir démontrer qu'il a des avoirs d'une valeur d'au moins 100 000 $. Et ensuite, 2 ans d'expérience spécifique dans son domaine d'activité. Oui. Arrêtez, c'est tellement compliqué. C'est ça, exact. Donc, c'est sûr. C'est ça, c'est commun. C'est commun. Attendez, parce qu'immigrer, c'est déjà une course à obstacles. Mais là, on comprend que pour des artistes, c'est un parcours de combattant. C'est incroyable. Il faut une volonté. Donc, dans la situation des artistes, ce qu'on va souvent voir apparaître, c'est plutôt comment on peut voir la situation autrement. Est-ce que, par exemple, cette personne-là va souvent utiliser, par exemple, le biais des études pour arriver ici avec un permis d'études, donc étudier par exemple, en musique ici ou venir chercher une diplomation québécoise, ou est-ce que c'est un projet familial? Est-ce que, par exemple, le conjoint ou la conjointe a étudie, donc ce qui te permettrait d'avoir un permis ouvert de travail, qui lui permettrait de pouvoir travailler en parallèle. Donc, c'est complexe. Oui, c'est compliqué. Est-ce que, c'est pour ça aussi, on va voir dans certains cas où, justement, le fait de faire valoir certaines positions, que ce soit politique ou autre, amène des gens à demander un statut de réfugié dans certains cas. Donc, c'est toute cette situation-là que pour l'artiste, pour venir, effectivement, enrichir notre culture, bien, à ce moment-là, c'est plus difficile. Il y a quand même
de l'avancée. C'est-à-dire qu'on regarde... Est-ce que vous avez, par exemple, à Québec international, pensé à des programmes particuliers ou à une façon de contourner les difficultés du système général d'immigration? Oui, toute cette facilité-là d'essayer de regarder davantage le projet comme étant un projet familial. Est-ce que d'autres personnes dans la famille sont en mesure d'ouvrir la porte plus facilement? Mais il y a également, pour tout ce qui est trait, par exemple, au niveau de l'art numérique. L'art numérique, actuellement, de par cette dynamique-là qui amène le volet plus technologique dans certains cas, les entreprises peuvent plus facilement faire venir des gens de ce domaine-là. Ça peut servir de levier, des facettes sur lesquelles on est capable de travailler, qui va faciliter la venue beaucoup plus rapidement de l'individu et surtout son passage à la résidence permanente par la suite. Donc, qui est aussi un autre enjeu que je ne vous parlerai pas pour l'instant, mais qui est aussi un autre enjeu mais la question important. que ça soulève, me semble-t-il, parce qu'il y a une réforme de l'immigration en cours, qui a commencé d'une façon un peu chaoteuse, je dirais, mais on peut se poser la question, est-ce que le Québec s'arrange vraiment pour accueillir des artistes immigrants? Parce que ça semble pas, les artistes ne semblent pas faire partie des catégories d'immigrants qu'on recherche comme société. Et là, il y a un problème là aussi de vision, de valeur, peut-être qu'on est très myope en cherchant encore des immigrants économiques ou des investisseurs et pas forcément des artistes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Comment voyez-vous l'avenir comme société? Je ne sais pas si ça répond exactement, mais il y a beaucoup de monde qui sont artistes dans leur pays. Et une fois arrivés ici, pour des raisons de nécessité, ils de survie, survie, parce que peut-être ils ont 2 enfants. Et donc, tout à coup, ils changent complètement de métier afin de survivre. Et donc, il y a ça comme réalité aussi. En tout cas, moi, je dis ouvre les portes pour les artistes, ça va être le fun ici, si on fait ça. Non, mais j'ai pas vraiment de... Parce que je connais l'immigration, les étapes de l'immigration très bien parce que j'en ai fait moi-même. Et mon histoire était compliquée et c'est l'histoire d'ailleurs, justement. Mais c'est tellement basé sur... Il faut que le Canada et le Québec soient d'accord, chose qui n'est pas toujours facile. Il faut avoir de l'argent, il faut passer les tests pour la santé, il faut avoir une connaissance du pays aussi, mais ça vient en dernier. C'est vraiment l'argent, la santé qui vient en premier. Dans tout ça. Et donc, c'est ça les valeurs qu'on prend maintenant pour pouvoir stabiliser notre population ici. Peut-être les artistes sont vus parfois comme des gens qui vont tirer vers le bas au niveau économique. Ou qui seront à la charge, comme on dit, de la société, parce qu'on présume qu'ils ne pourront pas rapidement, surtout pour des artistes d'avant-garde, de pointe, répondre à leurs besoins et à long terme. Ou à moyen terme, enfin. Oui, Madame Youmbissi. Je veux juste prendre le problème dans l'autre sens, ou sans dire est-ce qu'on devrait en accueillir plus ou pas. Ben déjà, bien recevoir ceux qui sont là, qu'il y en a beaucoup qui se glissent à travers les mailles du filet, pas nécessairement économiques, mais peu importe, il y en a déjà beaucoup sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? On leur fait? Exactement, comment est-ce qu'on les accompagne? À Montréal, on a Diversité Artistique Montréal qui sort maintenant de Montréal pour aller être en support dans les régions et accompagner les organisations à mieux travailler avec ces artistes-là. Donc, faisons mieux déjà avec ce qu'on a. Et éventuellement, ils vont dire aux autres, on nous traite bien au Québec, rejoignez-nous. Oui. En prenant tous les moyens possibles. Je pense qu'on a 2 discours au Québec, malheureusement. Là, on a le discours qui est effectivement, on doit aller vers une meilleure adéquation, des emplois à forte valeur ajoutée. Satisfaire le marché du travail d'abord. Effectivement, satisfaire la croissance économique, donc de créer de la richesse et tout ça. Et de l'autre côté, quand même, on a tout un discours où, justement, dans la création de richesse, on veut amener cette mixité-là, la diversité, le fait d'échanger, mais malheureusement, actuellement, ce qui ressort beaucoup, entre autres, au niveau de changements au niveau de la loi de l'immigration, c'est par exemple d'établir une loi sur la laïcité, c'est d'établir la protection du français à différents niveaux et d'amener des exigences au niveau de la langue, au niveau de l'immigration très rapidement. On parle de plus en plus de tests de valeur, comment on évalue
la compréhension ou l'intégration des valeurs québécoises? Est-ce que c'est, à contrario, de négliger ou de faire en sorte d'oublier certaines de tes valeurs ou de certaines portions de ta propre culture? Au contraire, dans un certain sens, on veut qu'ils amènent cette richesse-là. Donc, il y a comme ce double discours actuellement qui amène beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de flou et qui fait en sorte que des professions, comme entre autres celle des artistes, à tout niveau, ne sont probablement pas des professions qui sont mises de l'avant actuellement dans les changements, dans les discussions, parce que ne font pas partie de l'aspect, justement, développement économique prioritaire que le gouvernement Mais, Mme Youmbissi, vous le dites, ils trouvent les moyens d'arriver, et plusieurs sont déjà ici. Vous venez de parler de la possibilité de les amener en région, c'est-à-dire de diffuser au moins leur création en région. Comment ça se pose? Parce qu'on a l'impression que là aussi, la plupart d'entre eux vont vouloir s'installer à Montréal. D'abord, on aime beaucoup que Kevin McCoy soit resté à Québec, alors que tant d'artistes se déplacent vers Montréal pour produire et être reconnus. Alors, comment on peut faire ça, la régionalisation de l'immigration des artistes? Je pense que ça part de la régionalisation tout court. Oui. On parlait tout à l'heure de circonstances familiales. Il y a des artistes issus de l'immigration partout, puis nous, on le réalise des fois avec nos prix. Moi, quand je vois qu'en Abitibi, c'est une conteuse d'Argentine qui a reçu le prix de la création de l'année, je suis comme, waouh, il y en a aussi loin qu'en Abitibi. Donc, pour nous, c'est de, comment dire, oui, en les soutenant, quand on fait nos... Comment est-ce nous, on décide au conseil de donner de l'argent, de donner une subvention, une bourse et des comités de pairs? Donc, en Abitibi, ça va être un comité de pairs de l'Abitibi. Donc, ces gens-là autour de la table, qui ne sont pas un Chinois, un Irlandais, un Camerounais, c'est des gens d'Abitibi qui, quand même, ont réussi à se reconnaître dans la démarche artistique, dans l'œuvre de cette personne-là, pour dire, bon, ça vaut la peine de lui donner un prix. C'est une façon d'envoyer des messages positifs aux immigrants et de dire vous avez de la place en région. D'autre part aussi, on sait que avec la pénurie de la main-d'œuvre, on essaye d'avoir des gens qui se déplacent en région. Puis un des facteurs souvent, c'est la culture. Quand nous on parle à nos amis dans les conseils régionaux de la culture, ils disent le choix de venir s'installer en région, ça va être par la culture. Ça fait partie de la qualité de vie. Exactement. Donc la famille colombienne qui vient d'arriver parce que le monsieur est informaticien, mais s'ils s'en vont, tout à l'heure on avait Vaudreuil où ils s'en vont à Trois-Rivières et qui voient que le prix des arts de la ville a été donné au monsieur en art visuel, Ravia Escamilla, pour eux, c'est un incitatif aussi. C'est peut-être des petites actions, mais ça, quand même des actions qui, en bout de ligne, sont porteuses, qui envoient ce fameux message du nous. On fait des tous actions qui sont plus que symboliques, qui ont réellement un effet sur la communauté. Parce que vous parliez des jurys de pairs. Est-ce que ce système des jurys de pairs est toujours valide pour des artistes étrangers, des artistes immigrants? Est-ce que les juges de ces jurys sont bien formés à la diversité? Est-ce que les artistes eux-mêmes connaissent les critères et savent jouer, monter leur dossier pour... vous voyez ce que je veux dire? Pour être bien analysés par les pairs? Pour nous, c'est un enjeu de tous les instants, puis on s'améliore à chaque fois. Sur les jurys de pairs, pour les bourses, par exemple, on a augmenté le nombre de personnes qui vont s'asseoir sur ce jury. Pourquoi? Pour ne pas avoir... On avait déjà comme critère de dire au moins une personne de la diversité. Mais c'était la personne qui avait la responsabilité d'aller choisir, de porter la voix de la diversité. En ayant plus de gens, ça repose moins sur une seule personne. On va aussi essayer d'avoir des gens sensibles à la diversité. Puis je suis contente d'avoir Kevin à côté de moi. On l'a eu sur un jury pour le Conseil de l'Ordre, puis c'était une des raisons pour lesquelles on a été le chercher. Il ne fait pas partie de la diversité, c'est le monsieur blanc d'un certain âge qui, à la limite, est l'opposé de ce qu'on veut aller chercher. Mais pour nous, c'était une méga valeur ajoutée parce qu'il a travaillé avec les personnes immigrantes, il est sensible à leurs conditions, il sait comment ça se passe. Donc on avait des personnes de la diversité, des personnes autochtones et des gens qui étaient sensibles sans en faire partie. Donc ça, c'est une des choses qu'on met de l'avant. On essaye aussi de les ramener aux valeurs du Conseil, équité, excellence, intégrité. Au début d'un jury, il y a aussi une adresse de notre PDG qui leur explique, pour nous, la diversité, c'est important. La société québécoise est faite de X représentants, de gens qui viennent de l'extérieur. C'est essentiel pour nous que nos subventions, nos bourses reflètent la société québécoise. Donc, en termes d'éducation, de formation, ce sont des petits pas qu'on fait tranquillement
tranquillement, mais que sur 10, 15 ans, on peut voir la différence que ça fait. Il y a à Montréal, depuis 2 ans, un gala Dynastie qui est vraiment là pour refléter le meilleur qui s'est fait plus dans les communautés noires. Puis l'année dernière, on voyait les finalistes au gala, puis c'est « Oh, on l'a soutenu, on l'a soutenu. » Donc, cette aide de l'institution a été plus qu'utile, a été nécessaire peut-être dans certains cas pour que ces artistes arrivent. Exactement. Et c'est de dire s'ils sont reconnus par leur père dans leur communauté, mais nous aussi, on les a reconnus. On ne se trompe pas tant que ça. On est dans la bonne direction. Alors, ces jurys de pairs, ces jurys pour des bourses, par exemple, à la création et tout, s'adressent à tout le monde. Mais vous sembliez dire que vous aviez des programmes spécifiques pour les artistes immigrants? On a un programme qui s'appelle Vivacité Montréal, qui a été mis sur pied, je pense, en 2007, donc il y a eu 10 ans l'année dernière, et qui dorénavant est national, donc qui couvre l'ensemble du territoire québécois. Et ça, c'était parce qu'il y avait eu un constat à un moment donné de dire, les nouveaux arrivants, justement, les migrants, réfugiés, artistes, ils ne connaissent pas les codes. C'est plus difficile pour eux encore qu'un immigrant qui est là depuis 10, 15 ans, qui a fait 1 ou 2 demandes, qui sait comment ça fonctionne. Donc, il y avait eu cette volonté au Conseil des arts du Canada. Il y avait plusieurs partenaires privés et publics qui se sont dit, on va monter un programme spécial pour eux, comme pour leur donner la première impulsion. Donc, une bourse dédiée seulement à cette clientèle-là. Et souvent, des artistes vont rentrer par Vivacité, mais leur deuxième bourse va être dans le programme régulier. Parce qu'ils comprennent mieux comment ça marche. Donc, on a encore besoin parfois de programmes spécifiques. Tout à fait. Voilà. Ben, oui. moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu énorme de la régionalisation au niveau, entre autres, des artistes. Il y a deux raisons principales qui font en sorte qu'une personne va choisir une région au Québec. Je vais parler hors région métropolitaine de Montréal. C'est sa connaissance première de quelqu'un qu'il connaissait déjà, qui est installé dans une communauté. Donc, déjà, quand on se retrouve hors région de Montréal, pour certaines communautés, c'est plus difficile. Et la deuxième raison, c'est vraiment l'opportunité. Soit l'opportunité d'études, soit l'opportunité de travail, soit l'opportunité de création. Et ça, en région, si on ne crée pas ces opportunités-là, donc je pense qu'il faut partir de là. Mais êtes-vous d'accord que l'aspect de la culture, comme partie de la qualité de vie, est important comme argument pour amener c'est un critère qui est important, mais moi, je pense que, sincèrement, c'est jamais ça qui va faire choisir un immigrant sur une région particulière. Ça ne sera vraiment pas ce critère-là. Ça se revient quand on vient confirmer la décision. Ce genre de facteur-là va venir confirmer la décision. Mais est-ce que ça va faire que la décision va se prendre vers une région ou une autre? Pas du tout. Pas du tout. C'est strictement 2 critères. Je vous le dis, depuis 20 ans que je travaille dans le domaine, c'est 2 critères. La connaissance de quelqu'un, donc, ou réunification familiale, ou, peu importe, mais la connaissance de quelqu'un. Trouver un réseau, avoir le début d'un réseau. Le début d'un réseau, et l'autre facette, c'est l'opportunité. L'opportunité et travail ou études. Travail, études, ou, dans le cas d'un artiste, possibilité de création, de voir qu'il a une place ou une possibilité de création. Et ça, si un de ces 3 éléments-là n'est pas présent, il ne choisira pas la région. Il va se retrouver à Montréal, d'où une réalité montréalaise, parce que cette réalité-là, où il y a beaucoup de monde qui sont sans emploi ou sans... c'est une réalité qui est montréalaise. En région, au contraire, comme l'attraction se fait sur l'opportunité, parce qu'il n'y a pas d'attraction spontanée ou pratiquement pas, bien, ces gens-là ne se retrouvent pas tout simplement en région. Fait que c'est un défi majeur, mais je ceux pense. qui, par ailleurs, y vont, sont bien placés pour avoir une reconnaissance et là, à ce moment-là, ils ont l'entourage parce qu'au contraire, ils ont été attirés sur une opportunité. Donc, mais même en termes d'opportunités de création, je sais que certains artistes migrants qui sont en région ont la perception, réelle ou pas, qu'ils ont plus d'opportunités parce que l'enveloppe, il y a moins de concurrence sur les enveloppes de financement. Oui. Donc, ça aussi, c'est un aspect. À partir du moment où ils ont choisi, se sont installés, c'est une réalité. Ils ont plus d'opportunités en région, je pense, que et même de dans un grand centre visibilité, urbain. parce que les artistes en région sont moins nombreux, sont peut-être plus choyés par la communauté parfois. Kevin? Moi, je veux juste souligner qu'il faut se souvenir que la définition d'un artiste, c'est être nomade un peu. Il n'y a rien de solide. On ne fait pas un travail où on a la sécurité. Non, c'est d'accepter la précarité. Quelques mois, peut-être 1 an de résidence et des choses comme ça. Donc, ça part d'une volonté énorme, personnelle, pour pouvoir créer.
Et il faut que le désir soit là, sinon on ne crée pas. Oui, tout à fait. Mais si la vraie question, parce qu'on veut parler du statut des artistes migrants, comment améliorer la situation des artistes migrants? Il y a l'aspect du financement, il y a les réseaux à créer, il y a aussi, j'imagine, pour les amener en région, ça peut être amené que les gens aillent s'installer, mais aussi que leur spectacle ou leur création soit diffusée. Et là, est-ce qu'il y a une grande ouverture des diffuseurs de la culture dans les régions pour montrer les œuvres des artistes migrants? Des artistes visuels, des gens en théâtre, des gens... Je me pose la question, là. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en savez? Parce que vous financez des diffuseurs aussi. Tout à fait. On finance les diffuseurs et c'est un enjeu économique pour commencer. Un diffuseur, il faut qu'il mange à la fin de la journée. Donc, s'il pense que de diffuser ce spectacle va lui rapporter, il va le diffuser. Donc, je pense que c'est la preuve qu'il faut faire, de dire, en diversifiant l'offre, il y a un intérêt dans ta population, soit parce qu'il y a des ressortissants qui y vivent, ou tout simplement parce que la population est curieuse. Donc nous, on va financer les diffuseurs, puis des fois, il va y avoir un critère ou un incitatif à cette audace-là, à l'audace de programmation. On a un plan d'action justement sur la diffusion qui arrive en début d'année prochaine et il y a des actions spécifiques pour encourager la circulation de spectacles de créateurs issus de l'immigration. Donc, encourager dans les deux sens. Autant en disant aux créateurs de l'immigration, on va vous aider à participer à des vitrines, par exemple, et aux diffuseurs de dire, si tu prends le risque, entre guillemets, ou si tu as l'audace de les programmer, on va te supporter encore plus parce qu'on sait que ça peut être risqué ou parce que peut-être la demande ne sera pas au rendez-vous tout de suite. Il faut éduquer, il faut faire de la médiation. On est dans la médiation, là, on est dans l'apprivoisement. Oui, oui. Est-ce que une loi, on a demandé récemment à Mme Frula et à Mme Baudouin de revoir et de donner un rapport à l'été, de revoir la loi sur le statut de l'artiste au Québec. Alors, est-ce qu'il faudrait que cette nouvelle loi prévoie des mesures particulières ou aille davantage vers la diversité? Comment on pourrait réévaluer la loi pour qu'elle ressemble davantage à la réalité socio-démographique du Québec, y compris pour la participation des artistes? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Oui, Kevin. Juste une question. Est-ce que cette loi était la base pour la création du calque? Non. Non. OK. Voilà, j'ai une petite réponse. Mais comment améliorer le statut des artistes en général, mais des artistes migrants précisément dans notre société? Est-ce que ça passe par une loi? Moi, je pense que de la loi, à la base, il faut effectivement qu'il y ait un statut particulier pour l'artiste en termes d'immigration, parce que de le comparer à un travailleur autonome qui démarre une entreprise au Québec, c'est complètement illogique. On voit très bien que ça ne fonctionne pas, là. À la base même, ça ne fonctionne pas. Fait qu'un statut particulier pour les artistes travailleurs autonomes, je pense que déjà à la base, ce serait qui enlèverait certaines, en tout cas, une barrière financière, premièrement. Hein, c'est complètement illogique de penser que, on le dit, l'artiste, c'est quelqu'un qui est nomade, qui vient ici en fonction de son idée, de sa créativité. Donc, de demander que cette personne-là démontre une capacité financière dès le départ, c'est pas réaliste. Donc, les politiques d'immigration devraient être sensibles à ça. Les politiques d'immigration devraient être sensibles à ça et au moins intégrer un statut particulier à l'artiste qui désire venir enrichir. Ce n'est que de voir, puis même, je vais un petit peu plus loin en termes de démonstration de son art. Qu'est-ce qui fait que tu démontres que tu es un artiste dans ton pays? Actuellement, puis dans les années passées, c'était la réception de prix, d'être récipiendaire de prix comme la publication pays. pour les universitaires. Donc, actuellement, on se dit, est-ce que c'est réellement ça, la valeur d'un artiste et l'intégration? Donc, moi, je pense qu'il y a tout ce statut particulier qu'il va falloir que l'analyse se fasse de façon beaucoup plus particulière pour les gens qui arrivent ici avec un statut d'artiste. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à la loi, puis je n'oserais pas me commettre à ce niveau-là, mais je suis d'accord avec madame qui avait ce genre de biais systémique, puis on essaye justement en éduquant les jurys de les éviter, de ne plus avoir comme critère d'avoir fait telle école, d'avoir reçu tel prix. Donc sans loi, je pense qu'on peut déjà arriver à certains résultats. Puis le statut de l'artiste en général est précaire. Oui. Je dis, c'est un métier en soi qui
Québécois ou autres. Québécois ou autres. Donc moi, je ferais attention quand même. De la même façon, quand on parle des quotas chez les artistes, je dis c'est difficile pour tout le monde, c'est la jungle pour tout le monde pour aller chercher du financement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une précarité supplémentaire pour l'artiste? Mais il ne faudrait pas non plus les ostraciser. Oui. Moi, c'est la crainte que j'ai. On parlait ce matin de propos xénophobes. Nous, quand on fait de la promotion pour des programmes particuliers aux immigrants, on se fait pas attaquer, mais on a des réactions. Pareil pour les femmes. Donc, il faut juste trouver le bon équilibre. Oui. Ou le relève. Je suis d'accord. Ça peut être chaque fois qu'il y a un groupe ciblé pour ouvrir. Mais moi, je crois beaucoup qu'on est tous là pour avoir accès à tout. Tu sais, je crois beaucoup dans l'être humain d'abord, la personne devant nous. Mais des fois, il faut faire il faut pousser un peu, il faut créer un programme pour créer un accès, pour créer une visibilité. Ben, c'est la logique des programmes de discrimination positive dont on va reparler plus tard. Oui. C'est justifié dans un premier temps. Il faut procéder à un Moi, rattrapage. j'ai jamais reçu une bourse dans ça, parce que c'était créé, ou une bourse ou une subvention dans ces programmes-là, parce que moi, j'étais avec tout le monde. J'étais en concours avec tout le monde. Donc, vous n'êtes pas vraiment un artiste immigrant. Vous êtes québécois depuis longtemps, dans le sens où... Pure laine. Pure laine? Non, c'est pas vrai, mais ça demande... une chose que je peux dire, pour faire des demandes de subvention, pour créer une compagnie, ça demande énormément d'heures. Les gens ne peuvent même pas savoir combien d'heures qu'on passe dans l'administration pour pouvoir faire ça. Et moi, j'écris mes demandes en français, et des fois, c'est jusqu'à 80 pages. Oui. Et j'ai de l'aide, mais je suis vraiment... Je cherche à m'améliorer. Je suis toujours dans le dictionnaire pour pouvoir améliorer mon français. Donc... Oui, Madame. Puis il disait j'ai de l'aide. Cette aide-là, souvent, n'est pas gratuite. Pour les artistes migrants qui n'écrivent pas nécessairement le français. Ça me fait penser quand on a lancé le programme pour les Autochtones l'année dernière, où il y a 2 ans déjà, il y avait cette barrière de la langue. Puis juste pour dire comment sans loi nécessairement on peut arriver avec certaines actions, puis on leur a donné la possibilité de faire une demande orale. Au lieu de rédiger quelque chose sur 90 pages, ils peuvent se filmer dans la langue de leur choix et on recevait cette demande. Là, on rencontrait Diversité artistique Montréal qui disait « est-ce que vous permettez aux Autochtones, pour certains immigrants, ce serait bien aussi. » Parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer quelqu'un, mais à la caméra... Oui. Des fois, ils sont percutants en personne, ils peuvent raconter leur projet, puis ça marcherait mieux, on voit moins les fautes, puis pourquoi pas? Donc, en ayant ce dialogue constant, là, on s'adapte. Mais on peut aussi mieux les accompagner dans la démarche. Est-ce qu'il y a des services d'accompagnement, comme on le fait pour souvent les entrepreneurs, un service d'accompagnement pour aider les gens justement à se familiariser avec les processus de financement, mais plus largement que le financement. Il y avait un très bon organisme à Québec qui est malheureusement parti, qui s'appelait l'Annexe. Et c'est là que j'ai appris tout ce qu'il faut d'une femme qui s'appelle Julie-Marie Bourgeois, qui est à Montréal maintenant. Mais elle a aidé beaucoup de jeunes compagnies, mais elle ne pouvait plus tenir ça toute seule. Et donc, ça a passé dans les mains des autres. Et à un moment donné, ça a perdu son sens. Mais il y a cette volonté des gens qui veulent aider les autres. Et moi, je suis ouvert, quand je ne suis pas en répétition tout le temps, d'aider les gens avec leurs demandes, de le lire, de répondre à ça. De jouer un peu un rôle de mentor. Mais j'ai eu beaucoup d'aide, moi. Oui. Et l'aide que j'ai eue, ce n'était pas payé, c'était mes amis au théâtre qui ont dit « Ah oui, je vais regarder ta demande, Kev. » Donc... Est-ce que, Madame Lagacé, est-ce que vous êtes du monde économique, mais est-ce que les gens, les décideurs, par exemple, les gens d'affaires sont conscients maintenant que l'immigration est nécessaire pour une société comme la nôtre et pas uniquement pour régler des problèmes de main-d'œuvre, de pénurie de main-d'œuvre? Et l'immigration, entre autres, de gens dont les cultures soient différentes et entre autres d'artistes. Est-ce que ça s'est répandu un peu comme vision? Où il y a encore une espèce de mur invisible entre les univers? Je pense que le mur existe encore. J'ai espoir qu'il s'amenuise avec le temps parce que ce qui ouvre vraiment les esprits, je pense, c'est le besoin. Un entrepreneur qui a réellement besoin de main-d'œuvre va s'ouvrir à un moment donné quand ça fait mal à
Il réagit à un état de crise, va au fond. réagir à un état de crise. Et la réaction à un état de crise va amener une ouverture d'esprit, va amener qu'on va comprendre davantage, va amener qu'on va vouloir parler des cas à succès, on va vouloir répéter des expériences. Ça va faire en sorte que, un peu boule de neige avec justement la perception qu'on peut en avoir. Puis actuellement, dans plusieurs secteurs, justement, l'apport de l'immigration amène justement un effet extrêmement positif. Une plus-value, pour utiliser un terme Une plus-value et même économique, une perception différente. Puis je veux juste vous donner un exemple, par exemple, dans le secteur de la santé, d'intégrer, par exemple, des gens de certaines cultures qui, pour eux, de prendre soin de leurs personnes vieillissantes est un privilège, est une valeur importante et même un privilège de pouvoir avoir ces gens-là qui, on le sait très bien ici au Québec, que ce n'est pas un travail qui est valorisé, ce n'est pas un travail qui est mis de l'avant, mais d'avoir des gens qui veulent faire ce travail-là, qui apprécient ce travail-là, qui le font avec amour, amène justement une perception différente. Oui, donc, mais en même temps, je vous répondrai que souvent, ces gens-là se retrouvent préposés aux bénéficiaires alors qu'ils sont infirmiers chez eux. Oui, et ils sont payés cas. au salaire minimum. C'est-à-dire que, comme société, est-ce qu'on est vraiment prêt à reconnaître la valeur de cette contribution? Bien, je pense que si on poursuit sur cet exemple-là, la nécessité va amener justement parce que juste hier matin au CIUS de la capitale nationale, il manquait 150 préposés aux bénéficiaires. Donc, c'est une problématique qui va aller en grandissant. Donc, actuellement, même on voit la pression sur les salaires. Donc, ce n'est plus du 16 de l'heure. On est rendu à du 22 de l'heure dans le système public. Donc, dans le système public. Pas encore dans le système privé, je suis d'accord avec vous, mais ça amène une roue parce qu'on parlait d'évolution. L'évolution ne se fait pas dans une semaine, malheureusement, même si on aimerait que la situation change rapidement. Mais l'évolution fait en sorte qu'une certaine pression se forme et amène justement une valorisation. C'est la même chose pour tout ce qui est métier de bouche. Dans certains pays, c'est extrêmement valorisé, que ce soit pâtissier, boulanger, cuisinier, etc. Donc, ici, au contraire, ce n'est pas nécessairement des métiers qui sont valorisés. Donc, comment amener justement une perception différente? Et là, la culture amène une autre dimension et ouvre les esprits. Ce n'est pas gagné. Au contraire, on a encore beaucoup. Moi, je ne veux même plus lire les commentaires dans certains journaux quand, par exemple, on a un article qui fait en sorte de dire que quelqu'un a embauché un travailleur immigrant. Je veux même plus lire les commentaires en dessous parce que je me dis, mon Dieu, on est-tu en 1950 ou on est en 2019? Donc, le chemin n'est pas tout parcouru, mais... Et en même temps, chacun des secteurs de l'économie ou de la société va devoir se poser les mêmes questions et s'analyser et accepter la diversité. Et l'acceptation de la diversité passe par justement l'expérimentation, passe par une meilleure connaissance, passe par des cas de succès de réalisation. Et ça, bien, c'est le temps qui fait en sorte que justement on s'ouvre à de plus en plus des travailleurs immigrants, puis qui font en sorte qu'ils viennent effectivement qu'on reconnaît l'enrichissement qui est apporté à ce moment-là dans l'industrie, dans différents secteurs d'activité. Est-ce que dans la culture, on est en train de l'apprécier de plus en plus? On commence à l'apprécier davantage, au-delà des débats, là, comme sur l'appropriation culturelle ou tout ce qui vient faire ombrage ou brouiller les ondes un peu, là? Je pense que oui, à différents niveaux. J'aimerais faire du pouce ce que Madame disait en termes de succès, en termes de besoins. On a parlé des diffuseurs un peu plus tôt. Il peut y avoir une résistance, mais en même temps, le besoin de renouveler la clientèle, de renouveler la demande. Puis s'il y a des cas à succès, ça va faire qu'on l'apprécie encore plus. Je pense à une salle montréalaise qui a cette année eu sa première présentation avec un alignement, un casting essentiellement noir. Puis les salles... Eux, ils avaient un enjeu. La clientèle est de plus en plus vieillissante et je pense que c'était la première fois dans cette salle que c'était moins de personnes d'un certain âge et des gens de couleur. Donc, pour eux, en termes de succès, en termes de besoins, il y a peut-être le réflexe qui va se faire de dire « si on veut renouveler notre clientèle, il y a peut-être un marché inexploré de ce côté-là. » Pour intégrer certaines choses et amener tranquillement. Mais ça, c'est l'adage du petit pas va loin. Là, donc, d'être capable, justement, de plus en plus d'ouvrir, d'intégrer certaines choses. Mais de reconnaître que la société est en train
train de Oui. changer et qu'on ne Mais peut je- pas... Au niveau culturel, moi, je pense sincèrement qu'il y a un pas de plus. Je pense qu'il y a quand même une ouverture beaucoup plus grande à la diversité, à l'apport de nouvelles idées, à l'apport de la création. On passe souvent, justement, par des choses de nouvelles, des choses... Et on sent cette volonté-là. Mais je pense que c'est encore plus lourd ou plus difficile dans des secteurs plus traditionnels. Oui. Je pense qu'au niveau de la culture, il y a quand même cette volonté-là de s'ouvrir à d'autres choses. Il y a comme à la base cette volonté-là. Par intérêt et pas parce qu'on y est forcé. Oui, puis dans l'intérêt n'est l'entreprise en pas masse de travailleurs. pécunier non plus. C'est ça. Probablement, c'est là la Ouais. différence. L'intérêt n'est pas nécessairement seulement économique, court terme, tandis que ouais. dans une entreprise privée, par exemple, c'est à partir du moment où, du côté économique, tu sens qu'il y a un frein à ta croissance, bien là, tu vas t'ouvrir. Ouais. Tandis qu'au niveau culturel, c'est autre chose. On veut aussi s'ouvrir à de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Il y a cette volonté-là qui est primaire, qui est beaucoup plus présente que dans le secteur, je dirais, dans d'autres secteurs d'activité. Merci. On va passer à la période de questions, mais j'avais peut-être une dernière question pour vous, et qu'on n'a pas abordé encore, mais un peu, Ivana l'a fait dans sa présentation, l'impact des réseaux sociaux. Il me semble que les réseaux sociaux créent d'autres lieux d'identité que les territoires physiques. Est-ce qu'un artiste qui vient au Québec, mais qui en même temps peut rejoindre facilement les gens de sa communauté d'origine, par exemple, Tunisien, Kenya ou n'importe quoi, va sentir le même besoin de percer au Québec? C'est-à-dire, est-ce que la nécessité du statut se pose de la même façon quand le public peut être dématérialisé, en fait, beaucoup, beaucoup plus loin, ou quand on peut se retrouver sur les forums, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les réseaux sociaux créent d'autres lieux d'identité, d'autres communautés autour de la culture aussi. C'est un grand Qu'est-ce mystère. que ça change? C'est les réseaux sociaux, comment ça marche pour la promotion des arts, par exemple. Ça peut, parce que c'est toujours juste une flash. C'est une œuvre, une scénographie, une photo, une petite chanson. Ça doit être en bas d'1 minute, 50 secondes, c'est préférable, au moins. Donc, Oui, mais on peut rejoindre des millions de personnes en 50 secondes. Alors, oui, si on a des ce fois. public international, est-ce qu'on va sentir autant le besoin d'être reconnu ici même où on vit maintenant? Oui. C'est une question que je me pose. En tout cas, j'ai pas vraiment... on fait des choses avec ma compagnie sur les réseaux sociaux, mais je ne fie pas à ça non plus. Non. Ça crée le même réseau des amis que j'ai déjà. C'est pas plus grand que ça, OK. je trouve, en général. Oui. Moi, on le voit beaucoup dans le secteur, entre autres, des jeux vidéo, où on attire des artistes en design graphique, entre autres. Ça se Puis on peut, ça. attire des artistes sur des projets, des petits studios indépendants ici. Puis moi, je trouve que ils vont être attirés par un projet de grande envergure qui va être diffusé partout dans le monde, mais la reconnaissance locale de ces pairs demeure extrêmement importante. Oui. Et le fait de pouvoir être reconnu dans la communauté dans laquelle tu es intégré, dans laquelle a quand même son importance. Ça, et c'est ça très fait vraiment... relié, par exemple, comme Oui. métier. C'est pas un peintre. Oui. Oui. Ou un écrivain, ou un... C'est ça, il y a... écrivain. Donc, mais il y a comme un aspect de reconnaissance locale qui est, je pense, extrêmement important, qui va demeurer. Et peu importe la diffusion ou la reconnaissance mondiale ou internationale que tu peux avoir, il y a quand même cet aspect-là qui demeure. Ce qui est besoin intéressant. d'appartenance et de reconnaissance. Oui, passe par cette... Je pense que ça a un lien, effectivement, que ton intégration ou ton... passe aussi par la reconnaissance locale de tes pairs. Donc, oui. il y a cet aspect-là qui demeure, je pense. Est-ce qu'au Conseil, on a réfléchi à ça? Pas réfléchi, mais je dirais plus observé. Moi, l'observation de ma tour de communication-promotion que je vois, c'est que nos artistes migrants vont avoir beaucoup de fierté, oui, à rayonner dans la société d'accueil et à montrer à l'ancienne société qu'ils ont rayonné réussi. ici. Donc, quand on voit les partages, c'est qu'ils vont partager ce que nous, on publie. J'ai reçu un prix, je suis rentrée au Conseil de l'Ordre en interpellant la société d'origine. Donc, ça, je trouve intéressant. Mais ils tiennent à cette reconnaissance exactement, à celle qui est locale. ici. Tout à fait. Beaucoup. Voilà. Merci. Alors, écoutez, je vous suggère de venir au micro, encore là. Les 2 micros sont ouverts maintenant. À y aller de vos commentaires, témoignages. Si vous avez... Oui, allez-y. Ce sera aussi rapide si vous y allez que si on vous apporte le micro. Alors,
Voilà. Présentez-vous. Bonjour. Bonjour. Oh mon Dieu, c'est fort. Cécile Alexandre, aussi de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, mais je ne travaillais pas sur la thématique des migrants, je le précise ici. J'apprends aussi de la même façon. En fait, j'ai une question. Là, je ne vais pas du tout me positionner en tant que chercheur, ni juriste, tout ça. Je vais vraiment me positionner en tant que fille d'artiste qui ont aussi des difficultés. Et moi, je me posais la question, on a parlé des lourdeurs administratives, des subventions dans le cadre des différents instituts. Pour toute personne qui a fondé une demande de résidence permanente, moi comprise, on a tous une sorte de traumatisme relié au fait de créer des papiers. C'est quand même... c'est horrible hein, qu'on se le dise. Hein. Et puis, en tant que Français, je trouve que c'est beaucoup plus simple que plusieurs migrants. Donc, être face, si je me mets à la place des artistes, être face encore à un autre rapport qu'on doit écrire, où on doit se vendre. Et on sait que, je parle pour les personnes que je connais, que les grands artistes ne sont pas les meilleures personnes pour se vendre. Donc, c'est pas représentatif nécessairement de la qualité artistique de la personne, du créateur. Donc, je me posais un peu la question de la... l'adaptabilité de ces types de mesures à la réalité que vivent les artistes. Déjà, sur le fait que déjà, c'est lourd administrativement quand on est migrant. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a pu faire dans notre pays d'origine. Et aussi, il y a le souci, là je me mets à la place des artistes qui m'ont mis au monde, il y a la réalité qui est, dans le cas par exemple des arts plastiques, qui est encore un art qui est difficile d'accès, c'est le fait que... ça ne sera pas forcément une demande de subvention qui va récompenser leur art, mais plus à avoir des projets sur le long terme où ils pourront pouvoir valoriser l'ensemble de leur art. C'est-à-dire juste avoir accès à une galerie d'art, par exemple. Une galerie d'art, pouvoir vendre son art. La rémunération de l'artiste est excessivement problématique. Comment faire pour... et puis, dans la tête de plusieurs artistes, avoir des récompenses, ce n'est pas une valorisation. C'est vraiment la vraie valorisation, c'est être connu, que leur nom soit connu, pas leur projet en tant que tel. Donc, je me dis, correspondant à la réalité des artistes, qui est finalement de gérer son propre art, avoir accès à une galerie. À Québec, c'est super dur. À l'international, c'est l'enfer. À Montréal, c'est complexe aussi. Comment répondre à cette réalité des artistes qui ne vont pas répondre à des demandes de subventions? Même, j'ai rencontré la semaine dernière une peintre québécoise qui m'a dit « Mais c'est l'enfer, un portfolio, j'ai pas le temps, c'est ridicule. » C'est une excellente artiste. Alors, pour résumer, comment on pourrait s'adapter encore mieux aux besoins de la personnalité? S'il n'y a pas une autre façon que les demandes de subventions, s'il n'y a pas de manière de plus valoriser... Je sais que s'il n'y a pas une autre façon de valoriser cet art, plus pour les aider à avoir des galeries, par exemple, qui correspondent à leur réalité, ou des assistances, par exemple, comme on a dans le programme sur les peuples autochtones, où on va aider justement les personnes à créer leur demande de subvention, à les accompagner. Madame Yombisi, vous avez déjà donné des exemples, qu'on fasse des auditions orales, par exemple, plutôt qu'un document écrit. Est-ce qu'on pourrait penser à des jumelages de diffuseurs et d'artistes, de galéristes, par exemple, sur une base comme à Québec? Est-ce que un regroupement, ou en fait, de diffuseurs en art visuel ou en art de la scène pourrait accepter la responsabilité d'accompagner des artistes immigrants? Ou... En même temps, on revient encore à la base. Hein. Les galeries sont souvent des entreprises privées. Est-ce qu'effectivement, ce projet-là est porteur économiquement? Est-ce qu'on a un intérêt justement à le faire? Tout projet de concertation naît souvent justement de la volonté économique d'un certain groupe de davantage mettre en place certaines choses qui leur permettraient justement de rayonner encore plus. Donc, est-ce qu'il y a une volonté réelle? Tout part de la volonté. Parce par que la suite, est-ce que des projets comme ça peuvent être subventionnés? Oui, même la Ville de Québec actuellement subventionne ce type de projet-là. Donc, mais ça doit vraiment démarrer d'une volonté d'un regroupement, par exemple, de galeries qui permettrait justement d'avoir un accès plus facile et tout ça. Donc, mais c'est vraiment à la base même qu'on doit voir est-ce qu'il y a une réelle volonté. Est-ce qu'on en est là? Puis de notre côté, c'est peut-être juste en étant constamment en dialogue avec le milieu. Tout à l'heure, j'ai parlé des demandes orales. La demande ne nous avait jamais été faite. Mais maintenant qu'elle nous a été faite, c'est une mesure qu'on va étendre aux
aux artistes migrants. En termes de processus, on est conscient que les processus sont lourds. Puis justement, dans l'équipe de Geneviève, on travaille tous les jours à voir comment est-ce qu'on peut les rendre moins lourds, comment est-ce qu'on peut les faciliter, passer du papier au numérique, mais ça reste toujours avec cette écoute. Je vous ai entendu, je ramène ça au bureau, puis on se dit comment est-ce qu'on peut faire mieux encore. Oui, on est en train de s'adapter. Oui, allez-y, je vous en prie. Vous êtes au calque aussi, Oui, c'est bien oui. ça? Je voulais qu'on parle un peu de la question des repères culturels. En fait, un artiste qui dépose un projet va être évalué par ses pairs. Comment ces pairs-là... Honorine, tu as travaillé dans le domaine des arts du cirque, qui est peut-être une des disciplines qui est le plus ouverte à, justement, au rassemblement de repères culturels qui peuvent être différents. Mais quand on est en danse, disons, en danse contemporaine, qui est un genre qui est très soutenu par les conseils des arts, un artiste de la diversité qui va déposer un projet en danse traditionnelle, par exemple, comment un jury peut évaluer un projet, lui reconnaître ses qualités d'excellence artistique, etc. Donc, je pense qu'il y a un gros défi à ce niveau-là. Et c'est pour ça que la diversification des personnes qui siègent sur les comités jurys est importante, mais aussi, comme tu disais tantôt, la sensibilisation de tout le monde à la question des repères culturels. Sensibilisation, mais est-ce que ça peut aller jusqu'à la formation? Oui, puis à la reconnaissance des compétences aussi. Il y a des chantiers, je pense, à mener à ce niveau-là. Là. Donc, c'était juste une piste de réflexion supplémentaire. Mais je vais insister sur sensibilisation. Geneviève donnait l'exemple d'une danse traditionnelle. Oui. On a beau inviter sur le jury un spécialiste, on ne peut pas avoir des spécialistes pour toutes les danses. Oui, parce qu'il y a trop de formes, trop de grande diversité d'expression. C'est pour ça que la sensibilité reste vraiment le mot-clé. Je ne connais pas particulièrement celle-là de telle région en Inde, mais j'ai l'ouverture d'accepter et de reconnaître que même si je ne connais pas, c'est excellent, comme le projet de Marie Schooner peut être excellent. Les deux vont être excellents sur le même pied d'égalité. Oui, oui. Parfait. Merci. Merci de la question et de la réponse. Oui, madame, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Marie-France Baranda. J'ai reçu l'invitation par le biais de mon centre de recherche. Je suis professeure à la retraite du Centre de recherche, éducation et la vie au travail. Mais je suis aussi ici en qualité d'un nouveau statut que j'ai eu, c'est-à-dire une nomination sur un conseil d'administration de l'École de musique Arquemuse dont parlait ma collègue Chantal Gilbert. Et c'est de ce point de vue-là que j'aurais une question à poser, peut-être à mes collègues des centres de recherche, peut-être vous-même, une question un peu pratico-pratique, à savoir que du point de vue des organismes qui accueillent soit des artistes ou qui veulent développer des projets, est-ce qu'il existe un outil qui permet d'aller chercher du financement sur la base du patrimoine immatériel ou des bénéfices immatériels? Bon, moi, je suis habituée à faire des subventions comme chercheur, là, mais comme quelqu'un là, qui voudrait aller chercher du financement pour qu'une école de musique survive, parce que la réalité de ces organismes-là est très précaire. Ça fonctionne avec des inscriptions individuelles, un peu de subventions. La Ville de Québec fournit une bonne part du budget, mais ça reste que c'est pas suffisant pour que l'école survive. Et lorsque les organismes demandent de faire la preuve de bénéfice, pour une école, c'est impossible. C'est pas un organisme, c'est pas une entreprise privée. On ne peut pas parler de rentabilité, on ne peut pas parler... On peut parler d'impact sur la société, la communauté, les élèves, mais c'est plus difficile à mesurer, c'est ça? C'est ça. Je pose la question, est-ce qu'il existe un outil qui permet d'opérationnaliser des notions de qu'est-ce que ce serait des bénéfices immatériels et qui comptent quand même dans la vie d'une société et qui peut même se chiffrer. Mais lorsqu'on part de rien, là, parfait. C'est ça ma question. J'ai envie de relancer votre question, bien sûr, d'abord à Mme Youmbissi. Difficile question pour moi parce que ce n'est pas notre clientèle.
Nous, on subventionne vraiment les artistes et les organismes à but non lucratif professionnels. Oui. Spontanément, juste de ma connaissance, ma réponse, et vous l'avez déjà, je regarde madame, à la Ville de Québec. Pour moi, Oui. c'est plus au municipal que ce genre de démarches sont peut-être soutenues. Ou plutôt, on parlait de fondation en termes de philanthropie. C'est les deux pistes auxquelles je pense. Oui. Mais c'est la notion de patrimoine. bénéfice, patrimoine C'est immatériel ça. que j'aimerais voir illustré Oui. quelque part. Parce qu'on qu'il y a quand un même, outil. au Québec, développé toute une réflexion sur le patrimoine immatériel. Est-ce qu'il n'y a pas, donc, au niveau même de l'État québécois, une Plus au reconnaissance? ministère de la Culture. C'est ça, et non pas au CALC, au ministère de la Culture. Exactement, oui. Et de l'éducation, tu dis, Geneviève? L'éducation. Oui. Alors, bonne chance, Madame Maranda. Bonne chance dans votre... C'est bien d'avoir accepté de faire cette fonction d'administratrice bénévole d'un projet Oui. comme l'École de musique. Voilà une implication très concrète. Oui, Hélène Giguère, puis ensuite M. Kwan. Je vais toucher un petit peu à différentes interventions. C'est Geneviève qui m'a inspirée du calque. Ça m'a fait réfléchir quand elle a parlé des danses qui sont, bon, peut-être parfois plus traditionnelles. Donc, comment on fait pour les juger, la qualité du dossier. Et moi, ça me fait penser au fameux contenu canadien des subventions. Et donc, quand on dépose un projet, notamment en cinéma ou en télévision, et qu'on nous demande absolument d'avoir un angle canadien, et qu'on se fait répondre en bout de ligne que le flamenco, ça intéresse personne ici. Donc, c'est une autre chose. Hein, quand on ouvre, puis là, je vois quelqu'un hocher de la tête, effectivement, il y a plein de gens qui vont dire, non, ça intéresse beaucoup de gens. Donc, dans la tête de l'évaluateur ou de l'évaluatrice, qu'est-ce qui est canadien, qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà. C'est une contrainte quand on fait appel à des subventions canadiennes, j'imagine des conseils de recherche du Canada, c'est ça? De recherche ou dans les arts. Ou dans les arts Téléfilm aussi. Canada. Oui, bien sûr. Oui. Réaction là-dessus? On constate qu'il y a un problème là. C'est ça? Il y a un vice de forme, d'après vous. Albert Kwan? Bonjour, Albert L'un Kwan. des invités de l'après-midi? Oui, et je représente l'UDA aujourd'hui. C'est drôle d'entendre ça juste avant mon intervention parce que je nommerai pas le bailleur de fonds auquel j'ai fait ma demande, mais dans un scénario de court-métrage que je déposais, ma famille était composée d'un père noir et d'une mère chinoise. Et quand on a appelé pour savoir pourquoi on n'avait pas eu, ça n'existe pas ces familles-là ici. Ben voyons donc. On s'est fait carrément dire ça. Alors, là, je me questionne sur on parlait de jury de pairs. Ça, remarquez que ça fait peut-être 10 ans de ça, on a évolué depuis. Et j'espère que si je redépose un projet semblable, que je n'aurai pas cette réponse-là. Bon. Bref, mon intervention, c'était par rapport à toutes les embûches, les obstacles à l'arrivée. À l'Union des artistes, on a été sensibilisés, entre autres, par DAM, Diversité artistique Montréal, où j'ai siégé comme administrateur, étrangement, à une certaine époque. Mais à un moment donné, parce que Diversité artistique Montréal accompagne les artistes immigrants à refaire des réseaux ici. Et à un moment donné, ils accompagnaient un artiste interprète. Et l'UDA s'est rendu compte que parce que qui veut devenir artiste-interprète peut le faire, mais devenir membre de l'UDA, qui est un syndicat reconnu par le gouvernement, on doit cheminer, on doit accumuler des crédits. 30 crédits, ils sont obtenables. Il faut un certain temps, il faut une accumulation d'expérience. Et voilà. Sauf qu'on avait un problème de reconnaissance des acquis, des artistes qui arrivaient de l'étranger. Et quand on a été mis au courant de ça, on s'est mis à réfléchir, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour... Parce qu'ils avaient une carrière avant d'arriver ici. Ils étaient reconnus dans le pays où ils étaient. Et maintenant qu'ils arrivent ici, il faudrait qu'ils recommencent à zéro et prouver qu'ils sont capables de faire. Et déjà qu'il y a une barrière à l'embauche aussi, parce que ce n'est pas tous les projets qui demandent des artistes qui viennent d'ailleurs. Donc, à l'UDA, maintenant, depuis quelques années, on a aboli, on n'a pas aboli, sur étude de dossier, on donne automatiquement le titre de stagiaire au même titre
que les finissants d'école. Donc, on facilite un petit peu l'entrée dans le marché. Pour mettre le pied à l'étrier. C'est en plein ça. Oui. Donc, on a évalué, on s'est adapté aussi, c'est ça, à la réalité des artistes qui arrivaient ici. Et j'imagine que pour certains, ça doit être difficile de monter leur dossier, c'est-à-dire de faire la preuve qu'ils ont ces acquis. Je pense à des réfugiés, par exemple, qui auraient quitté un pays en guerre en amenant très peu de choses de leur œuvre, surtout en art de la scène. C'est pour ça que c'est du cas par cas. C'est un comité qui se rassemble, qui rencontre ces artistes-là aussi pour évaluer leur dossier, parce que oui, c'est ça, si c'est un artiste on lui demande un dossier de presse, mais mon dossier de presse a brûlé, c'est un peu difficile maintenant, peut-être un peu plus facilement retrouvable par Internet, etc., mais encore là. Donc, autrement dit, l'Union des artistes a senti le besoin de s'adapter, là aussi, de modifier un peu ces règles, du jeu, là. Oui. Ben, merci beaucoup, Madame Yombisi. Je veux rebondir juste sur l'exemple de la famille noire chinoise pour dire comment la formation pourrait aider. J'espère que ce n'est pas chez nous qu'il avait fait sa demande, ou même si c'est le cas, c'était il y a longtemps. Est-ce que c'était au Canada, alors que le multiculturalisme nous propose constamment des images de familles mixtes? Mais ça pourrait arriver même chez nous qu'un jury décide où est ce genre d'argument. C'est pas vraisemblable. Sur les jurys, pas sur les jurys, mais pendant que le jury se passe, il y a toujours un employé du conseil qui ne s'implique pas dans la discussion, mais qui est quand même présent et qui a eu des formations. Nous, au cours des 3 dernières années, des formations en diversité autochtone, on en a eu à Montréal, à Québec. À un moment donné, c'était comme... On va se calmer un peu. Mais mettons que l'employé, donc, va remonter cette décision et dit « moi, j'ai assisté à un jury, puis il y a telle chose qui s'est dite, on va faire réévaluer. » Quand on parle de sensibilité, de regard bienveillant, on va dire « non, pour nous, c'est pas de l'équité ce qui s'est passé, on va réévaluer la... » Mais ce sera réévalué. L'employé ne peut pas intervenir à ce moment-là en disant ce que vous êtes en train de prendre comme décision n'est pas équitable et ça ne correspond pas aux valeurs du calque. Il pourrait, mais jusqu'à une certaine limite. Et puis, il peut intervenir et le jury décide quand même de procéder, mais on va réévaluer en recomposant un nouveau jury. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a, d'autres interventions? Quelqu'un d'autre? Levez la main. Kevin, voulez-vous ajouter un dernier mot? Tout le monde a faim. Je crois. Non, j'écoutais. Oui, c'est vaste comme sujet. Vraiment vaste, et donc j'ai rien à ajouter là. Moi, je pense qu'on peut en tenir que les artistes immigrants, ont besoin de sentir qu'ils appartiennent à ce milieu culturel et qu'ils sont reconnus par ce milieu, par la société, mais qu'on doit encore, pendant un certain temps, leur offrir des mesures d'accompagnement, des mesures spécifiques pour les aider à intégrer ce milieu-là et à ce que leur contribution soit reconnue plus largement. Et une chose m'est passée par la tête tantôt quand on parlait du statut de l'artiste. Il faut qu'on soit ouvert à la différence si on va inviter des artistes à venir ici. Parce que on ne peut pas demander, mais de toute façon, la plupart des artistes ne vont pas juste comme suivre la ligne et faire comme les gens ici. Ils vont faire leur propre chose, qui peut être chaotique, beau, difficile parfois. Et qui peuvent entrer en conflit avec nos propres conceptions des pratiques. Donc, il faut qu'on soit ouvert à cette différence. J'ai tendance de ne pas trop croire que la politique est la dernière solution à des choses. Moi, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de chaque personne. Quand quelqu'un change, le monde autour de cette personne change aussi. Et s'il y a plus d'ouverture, tant mieux. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de l'autre personne de partout dans le monde. Donc n'attendons pas le changement uniquement, en tout cas, du calque de Québec international ou des politiques publiques. Cherche-là et fais-la. Oui. Voilà. Parfait. On s'arrête là, madame. Vous restez là, on reviendra cet après-midi. On va creuser ces questions-là encore. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci beaucoup.